Salut, je suis Kylian Rivet et vous êtes bien sur Humanity, le podcast de Alien. Ici, on explore comment l'IA transforme nos sociétés, nos vies et nos métiers. Et aujourd'hui, on va vraiment creuser. Mon invité, c'est Stéphane Mallard, conférencier, auteur, prospectiviste. Il a fait plus de 700 conférences dans 19 pays différents. Mais c'est surtout l'un des rares mecs qui a prédit l'arrivée d'un chat GPT 5 ans avant sa sortie. En 2018, il publie Disruption, un livre où il annonce les assistants IA, la fin du salariat et l'impact massif de l'IA sur les emplois. Aujourd'hui, tout ce qu'il a écrit se réalise sous nos yeux. Stéphane, c'est aussi un libéral assumé, une position politique quasi taboue en France et il ne mâche pas ses mots. Les cadres vont massivement être remplacés. La créativité n'est qu'un algorithme, le salariat va disparaître. Thèse qui dérange mais qui l'assume totalement. Je suis trop content de pouvoir recevoir ce conférencier qui ne mâche pas ses mots sur l'intelligence artificielle mais qui fait aussi beaucoup de prédictions. Donc on va plein de choses à apprendre aujourd'hui. Je vous remercie de m'écouter et à bientôt. Bonsoir Stéphane. Bonsoir parce qu'il est quasiment 18h30. Heu, Salut. trop content de te recevoir. Comme je te disais en off, ça fait un petit temps que je te vois passer sur mes réseaux et tu pas ta langue dans ta poche et on discutait d'un sujet, qui en plus est très vrai. C'est que tu as été un des premiers à parler, d'intelligence artificielle. Tu as été l'un des premiers à prédire, les agents IA, un chat GPT, de ça il y a une dizaine d'années quasiment. Mais du coup, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu ça. Déjà d'où ça te vient, cette idée-là et comment ça s'est passé un peu pour toi? Bah, déjà, merci de me recevoir. Alors, tu as raison, en fait, j'en parlais déjà depuis 2014-2015 dans mon premier job. Moi, je travaillais dans la finance, quand j'ai commencé ma carrière juste après mes études et j'étais dans une petite cellule d'innovation où on réfléchissait à tous ces sujets, notamment l'IA. Et à l'époque, on commençait à peine à parler du deep learning pour reconnaître, tu sais, des chats sur des photos, des choses comme ça, mais ça s'arrêtait là. Et moi, j'avais extrapolé en disant: «Mais en fait, si on est capable d'apprendre par essai-erreur, aux machines à reconnaître des objets sur des photos, bah, l'étape d'après, c'est qu'on leur fasse faire toutes nos fonctions cognitives et qu'en fait, les logiciels se transforment progressivement en des assistants intelligents». Donc je savais qu'il y avait eu Siri, mais qui marchait pas. Et je m'étais dit: «Mais avec ça, on va peut-être pouvoir faire un vrai Siri». Et donc à l'époque, déjà 2014-2015, je disais: «Bah, en fait, les logiciels vont disparaître et on va avoir des assistants intelligents avec lesquels on va interagir, discuter comme des experts, comme des amis». J'ai d'ailleurs des vieilles conférences de 2015 où j'explique tout ça sur YouTube qui sont encore en ligne et j'expliquais que ensuite ces assistants intelligents, ils allaient faire des actions. Donc ils allaient piloter ton ordinateur, ce qu'on appelle aujourd'hui des agents et qu'ils allaient interagir les uns avec les autres, qu'on aurait des systèmes multi-agents qui allaient faire des tâches spécialisées. Alors ça va, des choses comme réserver tes vacances, mais ça peut être aussi, être ton expert à tout faire, lorsque tu fais une tâche, n'importe quelle tâche, hein. Tu peux devenir, si tu es pas radiologue, mais tu as un outil de radio, bah, en fait ton assistant intelligent te diagnostique la radio comme si tu étais radiologue. Enfin, tu vois? On allait avoir une expertise en fait dans tous les logiciels sous forme d'assistant, dans tout ce qu'on fait. Écoute, franchement, c'est trop cool que tu nous livres ça et puis, bah, c'est hyper, inspirant que tu aies pu que tu pu avoir cette prédiction-là à ce moment-là. Mais Effectivement, en tu sais, 2015. Ouais. toi, tu es hyper jeune, mais en 2014-2015, hein, quand je racontais ça, je t'assure, parce que moi, je suis pas chercheur, hein, je fais de la prospective et en France, on aime bien les étiquettes et tant que t'es pas, tant que tu pas chercheur, on t'écoute pas, en fait, sur ces sujets. Donc moi, il y a plein de gens qui me prenaient pas au sérieux à l'époque, mais ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, ils tiennent mot pour mot le discours que j'avais à l'époque, hein, et tout ce que je disais, tu vois, le fait que ça allait commoditiser l'expertise, c'est moi qui ai expliqué tout ça, hein, même dans mon livre en 2018, tout le monde le répète maintenant. Le fait qu'on allait avoir des agents intelligents qui interagissent les uns avec les autres, qui font des tâches de plus en plus complexes, ça semblait complètement de la science-fiction à l'époque. Bah, aujourd'hui, c'est annoncé quasiment tous les jours par les géants de l'IA, les OpenAI et les Anthropic. Enfin, tu vois? Tout ça, ça paraissait complètement dingue à l'époque et ça a mis juste 10 ans à se matérialiser. Bah, carrément et puis même, tu vois, moi, enfin, j'étais loin de me préoccuper de ces sujets-là il y a à cette époque-là, mais justement la question qui allait venir avec, ce que j'allais te dire, c'est du coup, pour que les gens se projettent, potentiellement les gens qui sont aussi jeunes que moi, en 2014-2015, ça ressemblait à quoi? Toi, tu codes depuis que tu as 12 ans, il me semble, je me suis noté, donc tu as eu le temps de quand même avoir une petite expertise, sur tout ce qui est tech et cetera. Ça ressemblait à quoi à cette époque-là? Moi, j'ai grandi avec des ordinateurs, mais à l'époque, c'était pas du tout comme aujourd'hui. Tu sais, à l'époque, il fallait tout construire à la main. Il fallait prendre ta carte mère, acheter ta carte graphique, acheter tes barrettes de RAM, fallait installer, ton Windows ou ton Linux avec des disquettes. Je suis sûr que tu sais même pas ce que c'est.
des trucs que tu Effectivement. mettais à l'intérieur des ou des CD-ROM, enfin bref, il fallait bidouiller beaucoup. Moi, j'avais 4 serveurs sous Linux dans ma chambre, quand tu utilisais Linux à l'époque, il fallait coder un paquet de trucs à la main parce que, tout n'était pas, natif et donc moi, j'ai fait beaucoup de code. Alors je précise, hein, je suis un très mauvais codeur, hein, je codais vraiment, parce que j'en avais besoin et qu'à l'époque, on n'avait pas tout à disposition en 3 clics comme aujourd'hui. Mais je savais comment fonctionnaient des machines et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas fait des études d'ingénieur ou autre parce que comme je savais déjà coder, je savais déjà comment fonctionnaient les machines, je me suis dit: «Bah, je vais étudier l'économie». C'est pour ça que j'ai fait de l'économie. Je me suis dit: «Quand tu étudies l'économie, tu as une idée du fonctionnement des ressources, au sens large et ça te structure l'esprit pour ensuite faire plein de jobs différents». Donc c'est pour ça que j'ai étudié l'économie, mais j'avais toujours ces amours pour l'informatique et donc qui m'a permis ensuite de combiner les 2. L'innovation avec l'IA lorsque ça a commencé à décoller en 2013 et qu'on commençait à avoir vraiment des résultats sur l'IA autour de 2010-2012, hein et ma passion pour l'économie parce que ce que je fais dans mes analyses, c'est souvent des analyses, business, économiques, chaîne de valeur sur, l'impact de l'IA, sur l'économie, sur le business, sur la rentabilité des entreprises, sur le futur des métiers. Enfin, tu vois, c'est une combinaison de ces 2 domaines, en fait, ce que je fais. Et pour, tu vois, donc on arrive, on continue sur le sujet où, tu découvres ça en 2015. Hem, pour même des gens qui souhaiteraient, potentiellement, rejoindre le train maintenant et donc rester au courant, c'était quoi un peu les signaux faibles que toi tu suivais à cette époque-là, que tu continues à suivre pour voir un peu l'avancée de tout ce qui se passe? C'est très simple. Déjà, si tu fais de la prospective, le plus simple déjà, c'est de lire toute la science-fiction, de regarder tous les films de science-fiction parce que tout a été dit, écrit, dedans. Tu vois, en 2015, alors moi, j'en parlais déjà dans mes conférences, mais tu as eu le film Her. Je sais pas si tu as vu le film Her, où le type tombe amoureux de son IA. Bah, en fait, c'était de la science-fiction à l'époque, mais aujourd'hui, c'est une réalité, hein. Tout le monde a des compagnons virtuels IA. Mais donc, tu vois, la première source qu'on fait de la prospective, c'est la science-fiction. Et tous les bons prospectivistes, normalement, suivent massivement tout ce qui se fait en science-fiction, connaissent les grands auteurs, etc. Ensuite, tu as évidemment les gens les plus avancés sur ces sujets que tu peux retrouver dans des boîtes comme Google notamment. Je pense à Ray Kurzweil qui est l'un des plus grands prospectivistes, qui a écrit pas mal de bouquins où il annonçait aussi beaucoup de choses. Lui aussi, il parlait un petit peu des assistants intelligents, mais il voyait ça un petit peu plus tard. Tu aussi Astro Taylor chez Google X, par exemple. Enfin, tous ces gens-là qui ont dit et écrit beaucoup de choses. Tu as aussi les brevets. Tu peux aller regarder les brevets déposés par les géants du numérique et là, tu as une petite idée de ce sur quoi, ils travaillent et puis surtout, tu avais Twitter aussi à l'époque où tu pouvais tout de suite identifier les gens les plus avancés sur ces sujets et ensuite te nourrir de toutes leurs informations et ensuite combiner cette connaissance pour produire la tienne. Parce qu'en fait, mon job, si tu veux, c'est de prendre plein d'idées qui existent déjà et d'en faire une nouvelle combinaison qui va être en gros mon analyse, ma prospective sur ces sujets. Carrément d'accord. Pour, Twitter notamment, moi je sais que du coup ce média sur l'IA où je donne pas mal d'infos, pas mal de news, il s'est beaucoup alimenté par Twitter parce que c'est là où il y a beaucoup d'infos en continu aussi. Sur, ton parcours, j'ai noté 700 conférences, 19 pays, impressionnant. Quand tu parles de ces sujets d'intelligence artificielle, tu as dû voir de toutes les réactions. Est-ce qu'il y en a un peu qui t'ont marqué? Alors, moi je suis quasiment à 800 conférences, hein. Je vais essayer de OK, faire 800 cette on va année arrondir alors normalement. à 800. Donc ouais, j'ai vu vraiment toutes les réactions, mais c'est assez souvent les mêmes. Les réactions des gens sont très corrélées à leur niveau d'aversion au risque dans la vie. Et le niveau d'aversion, en gros, s'ils ont peur de prendre des risques dans la vie, hein, le niveau d'aversion aux risques dans la vie des gens est très corrélé à leur métier. C'est normal, hein, quand tu aimes pas prendre des risques dans la vie, bah, tu deviens plutôt, notaire ou expert comptable. Alors j'ai rien contre eux, hein, c'est des amis et des confrères et des clients, hein, mais enfin des clients pardon, mais tu deviens plutôt, tu vas plutôt vers ces métiers-là, tu vois? Ou tu vas dans la banque, dans la finance ou autre. Quand tu aimes prendre des risques, bah, l'extrême, c'est de devenir entrepreneur. Ou, tu vois, par exemple, j'étais à TEDx Paris il y a quelques jours, je voyais un type, lui, son job, c'est de grimper sur des immeubles, sans corde, sans rien, tu vois? Donc, ça, c'est de la Ouais, vraie prise de risque, tu vois? Ton métier oui. est très corrélé à ton dans ce cas-là, à ton manque d'aversion pour le risque. Et donc, selon le niveau d'aversion au risque des gens, j'ai des réactions très différentes. Les gens qui ont très peur, souvent les professions réglementées, me demandent tout de suite, comment est-ce qu'on peut réglementer, encadrer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger de l'IA?
Tu vois? Donc c'est vraiment, typiquement, européen ou français et les gens qui aiment prendre des risques, au contraire, me demandent tout de suite, combien ça coûte, dans quoi j'investis, quelle est la meilleure, qu'est-ce que je peux implémenter tout de suite. Tu as aussi ça beaucoup chez les commerciaux. Tu sais, les commerciaux, c'est des gens qui ont pas peur, hein. Tu ne deviens pas commercial lorsque tu as peur dans la vie et eux, pareil, ils ont pas peur du tout. Ensuite, tu as des différences, hommes-femmes. Les femmes ont beaucoup plus peur que les hommes. C'est aussi, probablement lié à notre biologie. Elles te demandent souvent, comment s'en protéger. Elles demandent ce qu'il faut conseiller à leurs enfants comme études pour s'en sortir dans le monde qui vient et tu as aussi des différences culturelles. Quand je discute avec des Chinois, il y a pas du tout de question d'éthique ou de crainte ou quoi que ce soit. C'est vraiment les usages de ce qu'on peut faire avec. Quand je discute avec des Anglo-Saxons, des Américains, c'est vraiment le business qui compte. Qu'est-ce que je peux gagner avec? Comment je peux rentabiliser tout ça? Et quand je parle avec des Français, je te dis, c'est plutôt, comment on encadre, comment on réglemente, enfin bref, tous les trucs chiants, quoi. Je vous coupe rapidement dans votre épisode tout simplement pour vous remercier de participer à cette discussion sur l'IA et la transformation des sociétés. Donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. C'est la meilleure manière de me soutenir. Et si jamais vous êtes sur une plateforme de streaming, vous avez juste à mettre un 5 étoiles, que ce soit sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Moi, ça me fait super plaisir et je vous laisse avec votre épisode. Il est super. À bientôt. Bah, écoute, en vrai, ça ça répond assez bien au cliché de je crois, c'est quoi? C'est, les États-Unis innovent, l'Europe régule et la Chine, il y a un nouvel adage aussi, au vu du fait Bah, qu'ils avancent très vite. ouais, en fait, c'était les Américains innovent, la Chine copie et Ouais, l'Europe voilà. réglemente, mais en fait, c'est même plus vrai Mais parce que c'est la plus Chine, très elle vrai, ouais, copie avec la même plus, Chine. hein. C'est maintenant la Chine qui innove, tu vois? J'ai fait un tweet encore hier en disant que les gens ne croient pas, mais les meilleurs smartphones au monde, c'est les smartphones chinois. Les gens ne le savent pas parce qu'ils utilisent pas, mais les smartphones chinois, ils sont Tu beaucoup quoi? plus Tu des puissants. marques, en particulier qui Bah, je pense à OnePlus, mais c'est pas les ouais. seuls, hein. Ils ont des niveaux de performance vraiment hors du commun. Ils ont des batteries qui tiennent, 1 journée, voire 2 sans problème. Ils se chargent en 20 minutes. C'est un délire. Aucun smartphone américain ne fait ça ou même coréen. Donc tu vois, mais les gens ne savent pas, hein, mais c'est les Chinois aujourd'hui ont un niveau d'innovation, largement supérieur et surtout en termes d'accélération, aux niveaux occidentaux. Bah, c'est un truc qu'on remarque assez bien, notamment même, sur l'IA avec DeepSeek et cetera. Mais est-ce que tu penses, toi, de ton point de vue un peu d'expert, que, pour l'instant, on a quand même, ce prisme-là, en tant qu'Européens, d'aller plutôt vers les États-Unis? Parce que, de manière historique, on va plutôt vers, Apple pour les iPhones. On prend plutôt, les IA américaines OpenAI et cetera. Est-ce que tu penses qu'à un moment, il y aura cette transition où ça sera limite plus logique pour nous d'aller vers les outils chinois que les outils, américains, en tant Je qu'Européens? pense pas. Moi, je pense plutôt qu'au contraire, il y a une guerre entre les États-Unis et la Chine, hein, à tous les niveaux, hein, une guerre un peu hybride, un peu souterraine, surtout économique. Je pense plutôt que le monde va se scinder en 2 et que ça va être de plus en plus difficile d'avoir accès à des produits chinois parce que les Américains vont essayer justement de nous en empêcher. Donc je pense qu'au contraire, on va rester dans un monde très occidental, dirigé par les Américains et que, ça va être beaucoup plus difficile d'avoir des produits chinois. D'ailleurs, les smartphones chinois, tu vois, que tu peux obtenir en Europe, sont très différents des smartphones des smartphones chinois de la même marque que tu peux avoir là-bas, hein. Ils sont beaucoup plus bridés là-bas, il y a des softwares différents sur les smartphones occidentaux, enfin c'est très différent. Mais moi je crois beaucoup il va y avoir un split internet, vraiment un internet divisé en 2 avec, des technologies américaines d'un côté et chinoises asiatiques de l'autre et que les 2 mondes vont, de moins en moins se parler. Et pour nous, en tant qu'Européens, tu penses que, bah, c'est la question classique, mais on va devoir suivre et se rallier du côté occidental? Ou est-ce que tu penses que, bah, quand il y aura ce split internet comme tu dis, on essaiera de se faire notre propre internet européen régulé et cadré Moi, dans j'y son crois pas. Non, je pense que, justement, les Chinois ont intérêt à faire un maximum d'alliances et d'accords commerciaux avec les pays européens, justement pour nous faire venir dans leur giron, mais les Américains vont l'empêcher et je pense au contraire que les technologies, occidentales américaines vont prendre le dessus. C'est mon pari, hein, mais bon, on verra dans 10 ans du coup. Sur ton livre, en 2018, tu martèles que c'est pas vraiment une transformation, mais plutôt une disruption. J'ai aussi pas mal d'entrepreneurs, qui m'écoutent, des cadres et tout qui vont suivre de OVNI. Tu dirais que c'est quoi la différence entre ces 2 termes-là, dans ta vision à toi? ah, bah, en fait, le concept de disruption, tu sais, il a été développé déjà par un prof de Harvard qui s'appelle Christensen, où il expliquait que justement, c'était une coupure radicale et un changement de paradigme. En gros, hein, je schématise,
rapidement, par rapport à une innovation qui est juste une amélioration d'un produit, d'un concept, une disruption. Il y a vraiment une idée de rupture rapide, massive, puissante, voire un changement de cap complet. Tu sais, l'exemple qu'on donne tout le temps, c'est Kodak, hein. C'est Kodak, ils auraient pu, améliorer l'impression photo, mais en fait, ils auraient dû tuer ce business pour continuer à vivre et inventer Instagram. Donc parce que les gens regardent sur leur smartphone les photos plutôt que de les imprimer. Bah, tu vois, tu casses complètement ton business. En fait, la disruption, ça veut te dire que ça t'oblige à casser, à tuer volontairement ton produit, ton business toi-même pour inventer autre chose qui n'a peut-être rien à voir. Exemple, tu es dans une banque, tu fais des produits bancaires, bah, peut-être que demain la banque c'est une commodité, ça vaut plus rien, bah, peut-être qu'une banque elle doit faire autre chose, tu vois? C'est très, très difficile et le propre des entrepreneurs à Silicon Valley, c'est que eux justement, ils sont obsédés par la disruption. Ils sont obsédés par cette idée de casser les modèles et d'en inventer d'autres et je pense qu'aujourd'hui, le coût de la disruption a chuté massivement avec l'IA. C'est devenu aussi une commodité et du coup, on va avoir une obligation de disrupter tous les modèles très, très vite. C'est ce qu'on voit en ce moment, hein. Tu vois toutes les boîtes qui se cassent la gueule en bourse, c'est parce que justement l'IA permet une disruption, massive, rapide et pas chère, de tous les modèles et de tous les produits qui existent. On est dans l'ère de la disruption, à une vitesse exponentielle. Comment ils utilisent, l'IA pour disrupter, aussi vite? Est-ce que c'est sur la phase de test, ils arrivent à faire des MVP ou des POC beaucoup plus rapidement, ce genre de choses? Alors, il y a le fait que comme tu dis, tu peux prototyper beaucoup plus rapidement avec l'IA, mais c'est surtout que tu casses toutes les barrières à l'entrée avec l'IA. Tu avais besoin d'un codeur, bah, tu plus besoin, tu l'as dans la poche. Tu avais besoin d'un UX designer, bah, tu l'as dans la poche. Enfin bref, tout est commoditisé avec l'IA. Tu as vraiment accès à tout ce qu'il te faut et moi, je crois surtout qu'on entre dans un monde où les logiciels traditionnels vont disparaître. Ce que je disais avant, en fait, on va tous avoir des assistants intelligents qui vont tout faire, hein, qui vont être dans notre poche. Ça veut dire qu'en fait, bah, tu plus besoin de software. Regarde, imagine, tu es un expert comptable, tu gères la comptabilité de tes clients avec un logiciel où tu mets, toute la vie de l'entreprise de tes clients. Tu mets tes écritures comptables, chacun dans les bons dossiers, les bons fichiers, et cetera. Bah, là, imagine, tu es expert comptable, tu fais un dossier pour chacun de tes clients, tu mets tous les fichiers pourris de tes clients. Quand je dis pourri, ça peut être un scan, ça peut être un mail, ce que tu veux, un coup de fil même. Tu mets tout dedans et ensuite tu connectes Claude, tu le promptes et tu lui dis, bah, génère-moi le bilan annuel de cette entreprise. Tiens compte de telle ou telle contrainte. Calcule-moi la TVA mensuelle. Optimise la rémunération du gérant. Enfin bref, tout ce que peut faire un expert comptable. Trouve-moi une stratégie patrimoniale ou de holding ou que sais-je. Bref, tout ça, tu as plus besoin d'avoir une belle interface avec un beau logiciel comme dans l'ancien monde où il fallait, savoir les utiliser ou autre. Là, tu as juste mis tous tes fichiers vraiment en vrac. Tu promptes ton algo et tu manipules ta data comme tu veux et elle te la présente, ensuite, comme elle veut. Tout ça, ça veut dire qu'on a commodisé le logiciel de l'expert comptable, par exemple. Et bah, ça, tu peux le répliquer dans n'importe quel domaine sans exception. Et enfin, si je suis, ton raisonnement, on irait plutôt alors que c'était un modèle qui était ultra à la mode, on irait plutôt vers la mort du SaaS, selon toi? Oui, non, mais ça a été je suis désolé, c'est une banalité, hein, ça a été dit et redit ces dernières, semaines, depuis les performances d'Anthropic, mais le SaaS, c'est terminé, hein. Là, on entre dans un monde vraiment où moi, je pense même que les bases de données sont terminées, deviennent obsolètes. On entre dans un monde vraiment où en gros, tu as ta data qui peut être vraiment déstructurée, pourrie, en vrac, comme je disais, un LLM par-dessus qui est capable de traiter tout ce que tu veux dans cette data et de t'extraire la donnée pertinente. Ça veut dire que, bah, tu sais, dans l'ancien monde, en gros, il fallait structurer tes données correctement dans un fichier Excel, ou autre. Bah, là, en gros, ce que ça veut dire, c'est que tu demandes à ton LLM d'aller te sortir la donnée qui t'intéresse, de la manipuler, vraiment comme si le logiciel, l'avait fait pour toi et ensuite de s'en servir exactement comme tu veux. Dans l'ancien monde, par exemple, peut-être qu'il fallait, uploader tes données, dans des fichiers spécifiques et des formats spécifiques. Bah, là, tu demandes à ton LLM de le faire et d'aller faire l'upload avec un agent et c'est réglé. Tu vois? Tu court-circuites vraiment tous les logiciels, tous les SaaS et même toutes les interfaces, graphiques. En fait, tu en as même plus besoin. Tu peux avoir des LLM qui travaillent en arrière-plan, qui manipulent les données et qui t'envoient juste des notifications avec les données qui t'intéressent. Puis, si on prolonge, ça court-circuite aussi, bah, tous les gens qui ont fait des dizaines d'années d'études pour arriver à le faire et à se faire une place, disons un peu, golden, là-dessus. De toute façon, c'est le CEO d'Anthropic, pardon, qui disait, dans une interview il y a pas longtemps que, bah, l'école blanche c'est fini en fait, bientôt, Bon, l'école bleue aussi, hein, c'est la fin du travail humain, je pense. justement, c'est une de tes, thèses, fortes sur lesquelles, on parle beaucoup.
Tu un des rares à affirmer que le salariat va complètement disparaître. Pas seulement se transformer, mais vraiment disparaître. Du coup, j'aimerais bien que tu développes. Comment ça va se passer, selon toi? Comment tu vois la chose? Alors, c'était la démonstration de mon livre en 2018. J'expliquais, alors j'allais pas jusqu'à la fin du travail à l'époque, j'allais d'abord juste sur la fin du salariat. Je disais que le salariat n'était plus adapté à notre époque parce qu'il n'était plus rentable. En fait, le salariat, les gens le savent pas, mais ça a à peu près une centaine d'années et c'est né parce que c'était plus rentable d'avoir des salariés que des travailleurs indépendants. Parce que les travailleurs indépendants, fallait les trouver, fallait être sûr qu'ils allaient rester, livrer, enfin, tu avais une structure de coûts associée aux travailleurs indépendants, à l'époque qui était trop lourde. Donc c'était beaucoup plus rentable d'avoir un salarié, de le payer un salaire moindre que ce qui vaut réellement sur le marché du travail parce que tu as une structure de coûts à absorber dans ton entreprise, mais au moins tu étais rentable. Et lui, il était content parce qu'il était payé toutes les semaines ou tous les mois. Ça, c'est la structure du salariat classique qui te rassure quand tu es salarié parce que tu touches ton salaire à la fin du mois. Mais aujourd'hui, c'est devenu tellement commoditisé, tellement pas cher de se mettre à son compte, d'être freelance ou solopreneur ou tout ce que tu veux avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, qu'en fait, tu peux récupérer une partie des coûts de structure de l'entreprise quand tu es salarié. Donc, autant te mettre à ton compte et facturer directement tes clients. Lorsque tu es bon dans ce que tu fais, en fait, tu gagnes mieux ta vie et en plus de ça, tu as de l'autonomie, ce que la majorité des gens recherchent. Et donc, cette tendance avec le numérique, elle s'est exacerbée depuis 10 ans. Il y a de plus en plus de gens qui refusent le salariat, qui veulent être à leur compte. Et surtout, il y a un tabou, c'est que c'est les meilleurs qui quittent le salariat. Ça, c'est sauf dans les boîtes où il y a vraiment que des stars du moment, hein, tu vois, dans les boîtes d'intelligence artificielle, bah là, les boîtes peuvent surpayer les meilleurs pour les avoir avec eux en salarié. Mais dans les boîtes traditionnelles, les meilleurs, ils peuvent se permettre d'être à leur compte parce qu'ils vont vendre. Et du coup, qui reste dans les grosses boîtes en salarié? C'est ça le tabou, c'est que c'est pas les meilleurs. C'est terrible à dire, mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc ça, c'était vraiment le numérique, c'est une tendance qui s'accélère. Mais là, il y a une autre tendance qui vient tout chambouler, bah, c'est l'IA. Parce que non seulement on a des assistants IA qui commoditisent l'expertise des salariés au travail, c'est-à-dire qu'en fait l'expertise n'a plus aucune valeur au travail, puisque tout le monde l'a dans un chat GPT ou un Claude. Mais maintenant, il y a aussi les agents IA qui pilotent les ordinateurs à ta place, qui font des tâches à ta place, et donc qui peuvent progressivement faire tout ce que tu fais derrière un ordinateur. Ça veut dire que tous les jobs qui se font derrière les ordinateurs vont disparaître. Alors Dario Amodei a dit 50% d'ici 18 mois, je crois. Moi, je pense qu'on va être proche des 100% parce que, à cause de la pression concurrentielle. Les gens se rendent pas compte, mais en fait, quand tu as ce type de technologie et que tu es la première entreprise qui dégaine et qui remplace, ses salariés par des agents IA, bah, tout de suite l'entreprise concurrente est obligée de répliquer, sinon elle est moins concurrentielle et l'autre est obligé de répliquer en libérant encore plus de staff et en fait, tout de suite, on descend sur le vrai niveau de rentabilité et de people, c'est-à-dire avec très, très peu de people, voire plus du tout et quasiment que des agents, IA et des assistants intelligents. Mais du coup, la vraie question que je me pose, parce que moi, tu vois, peut-être que je suis un peu candide, mais je m'imaginais en me disant, bon, bah voilà, maintenant on a tous accès aux outils IA, et bah ça va juste nous permettre de, comme tu disais, d'entreprendre plus facilement ou de se dire, bah je vais pouvoir être meilleur et donc délivrer mieux. Mais par définition, bah il y en a très peu en réalité qui sont les meilleurs et qui sont très bons dans leur domaine. Qu'est-ce qu'on fait des autres? Ah, alors là, c'est une vraie question sur le tabou, de l'organisation sociale de la société. Bah, écoute, moi, je suis libéral, donc j'ai tendance à penser qu'en fait, chacun doit trouver sa place et que chacun doit avoir une place, hein, il suffit juste de la trouver. Je dis pas que c'est facile, mais c'est vraiment à chacun de prendre ses responsabilités et de voir où il est le meilleur. Généralement, tu es le meilleur là où tu aimes faire quelque chose. Parce que tu t'épanouis dans ce que tu es bon à faire en général et chacun est bon à faire quelque chose, il faut juste trouver quoi. La question, c'est est-ce que quelqu'un va te payer pour ce sur quoi tu es bon? Et moi, je suis pas sûr de ça. Je pense qu'on entre dans un monde où les machines vont tellement être meilleures que nous qu'en fait, bah, même l'entrepreneuriat demain, tu vois? Comme tu le disais, tout le monde a les mêmes outils d'IA dans la poche. Donc en fait, tu baisses le coût d'accès à l'entrepreneuriat, mais ça veut dire que même le meilleur qui produit quelque chose avec une IA aujourd'hui, bah, tout de suite, il y a un concurrent en face qui réplique, qui fait la même chose. Donc il est obligé de faire la concurrence sur les prix. Tous les produits deviennent, substituables, comme on dit en économie et des produits substituables, parce que c'est ce que fait l'IA, hein, c'est en train de comme ça commoditise tout, ça rend tout substituable. Bah, en fait, ta concurrence, elle se fait uniquement sur les prix. Et quand la concurrence se fait sur les prix, bah, tu tires tes prix vers leur coût de revient et tu as de moins en moins de marge. Et dans les marchés de concurrence pure et parfaite, sur les marchés matures, il n'y a plus de marge. Pour aller chercher de la marge, il faut innover, se différencier, enfin faire que ton client te paye ton produit ou ton service parce qu'il est différencié de celui des concurrents.
le temps que tes concurrents te rattrapent, hein, éventuellement. Mais ce que ça veut dire, c'est ça, en fait, c'est que tous les marchés vont devenir des marchés de concurrence pure et parfaite parce qu'on fait disparaître la rareté. Mais, et si on suit un peu ces théories économiques-là, on voit bien que, de manière générale, en général, toutes les grandes innovations créent de nouveaux emplois. Là, ça me paraît un peu complexe. Est-ce que tu es sur ce sens-là? Alors tu as raison, toutes les innovations, c'est Schumpeter, hein, la destruction créatrice, elles ont détruit des jobs, mais elles en ont recréé. Mais à chaque fois qu'on recréait des jobs, on utilisait notre intelligence pour créer les nouveaux jobs. Qu'est-ce qui se passe dans un monde où la machine devient intelligente? Bah, en fait, ça veut dire que c'est elle qui innove, qui crée et qui crée les nouveaux jobs. En fait, la machine va faire des nouvelles choses, des nouvelles tâches. Ce sera peut-être pas des jobs, hein, je sais pas comment on va la rémunérer, hein, pour faire tout ça, mais elle va faire des choses qu'on faisait nous-mêmes avant avec nos cerveaux ou avec nos bras, hein, parce que c'était des métiers physiques, mais elle va le faire, par elle-même. Et donc ce que ça veut dire, bah, c'est qu'en fait, on substitue le travail humain par le travail de la machine. Et donc c'est la machine qui travaille à notre place. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent dans la Silicon Valley depuis plus de 10 ans que peut-être que l'IA, c'est notre dernière invention. Une fois qu'on a développé l'IA, bah, en fait, on n'a plus rien à inventer puisque elle se développe, elle-même de manière exponentielle, elle innove par elle-même et elle fait tout pour nous, en fait. Mmh. Ouais, mais, si on essaye, d'imaginer, comment enfin, tu vois, on est déjà dans un monde où moi je suis quand même, encore une fois peut-être candide, mais je crois à la méritocratie, mais, heu, Pourquoi tu crois ça? bah, parce que je pense qu'il y a toujours moyen, à force de beaucoup, beaucoup de travail et de sueur, de s'en sortir malgré les difficultés et tout. Encore une fois, c'est peut-être mon Moi, côté je crois candide, pas, moi. mais en fait, je trouve ça trop triste de me dire que ça n'existe pas, et si vraiment ça n'existe pas, je pense que j'arrêterai juste, ça me saoulerait, tu vois? Mais Écoute, je suis désolé de te décevoir, mais je crois que le mérite n'existe pas. Je crois que tout est déterminé, une bonne part, génétiquement. Tu sais, les gens, ils décident pas de naître, grand ou petit, non, bien sûr, moche ou beau ou intelligent ou pas et en fait, tout est largement déterminé par des conditions, principalement biologiques. Tu sais, l'ambition chez les entrepreneurs, le fait de se dépasser, en fait, c'est assez naturel chez les entrepreneurs, mais c'est parce qu'ils ont un système dopaminergique qui biologiquement, génétiquement fait qu'ils vont se dépasser, tu sais? C'est de la même manière une personne qui est née, parce qu'elle est belle, elle a rien à faire, hein. C'est elle naît comme ça et ensuite elle a ce privilège-là toute la vie qui va lui faire accéder facilement à tout. c'est possible, C'est c'est pareil pour possible. l'intelligence, c'est pareil pour l'ambition, c'est pareil pour l'énergie. Tu as des gens qui dorment 4 heures par nuit, qui sont en pleine forme et d'autres, il leur faut 6-8 heures. Enfin, tu vois, on est très inégaux, mais le mérite n'existe pas en réalité. C'est non, mais en fait, tu raison sur la question de l'ambition, sur la question, de l'intelligence, mais je pense pas forcément qu'il faut être très intelligent pour être entrepreneur. Alors ça, je te le confirme. Mais surtout sur la question de l'ambition, c'est vrai que tu soulèves un point où, pour certaines personnes, ça peut paraître, impossible d'imaginer que certaines n'ont pas la même ambition qu'eux, enfin ce genre de choses, et là, à ce moment-là, je pense que c'est plutôt de l'inné, tu raison. Mais pour pousser le questionnement que j'avais, est-ce que du coup l'IA va rééquilibrer les choses ou va empirer les choses, Tu de ce point de vue-là? tu veux dire des différences entre les gens? Ouais, parce que maintenant, du coup, tout le monde a accès à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que si tu avais un capital d'intelligence inférieur de base, mais beaucoup d'ambition, tu peux peut-être, essayer de rééquilibrer. Mais peut-être aussi que si on imagine d'un point de vue sociétal, les personnes qui, dans les futures générations, auront accès à l'intelligence artificielle, auront des cours là-dessus, les parents les éduqueront, auront beaucoup plus de chances que les personnes qui, à l'inverse, n'auront eu aucune éducation sur l'intelligence artificielle, et donc bah, les différences seront encore plus importantes. Il y a des 2 côtés qu'on peut voir la chose. Ouais, alors de manière générale, les technologies, elles redonnent du pouvoir aux gens. Tu sais, on parle d'empowerment en anglais, mais les technologies, en fait, elles t'arment pour ensuite te développer et faire des choses. Mais comme tu disais, tout le monde aura les mêmes outils et les mêmes technologies. Donc, en fait, la différence se fera probablement sur autre chose. Tu sais, je vois plein de gens en ce moment être très contents parce qu'ils se créent des grosses communautés LinkedIn avec des super posts LinkedIn, mais en fait, c'est ChatGPT qui les a fait. Donc c'est très temporaire cette histoire. Si tout le monde le fait avec ChatGPT, en fait, ça veut dire qu'il y a plus aucune valeur et surtout, ça veut dire que c'est pas eux qui ont de la valeur, c'est ChatGPT qui est bon, c'est pas eux. Et donc qu'est-ce qui fait que tu vas te différencier et que les gens vont payer ton service si c'est l'IA qui fait tout ce que tu fais?
Et moi, je suis persuadé qu'en fait, les humains n'auront plus de valeur ajoutée dans le monde dans lequel on entre, hein. C'est les IA qui auront la valeur ajoutée, c'est les IA qui vont créer, qui vont innover, qui vont tout faire, qui vont détecter les cancers, qui vont conduire les voitures, enfin vraiment qui vont tout faire et c'est très bien. La conséquence de ça, c'est qu'on va entrer dans un monde extrêmement confortable. Vraiment, on va monter le pouvoir d'achat vraiment de tout le monde va sortir de la pauvreté. Ça va être c'est vraiment les conséquences, très positives. Comment Mais tu pour imagines le pardon et après je te laisserai poursuivre, mais comment c'est quel phénomène économique qui ferait que le pouvoir d'achat monterait, beaucoup, bah, du c'est très simple en fait, c'est que, l'IA comme elle commoditise tout, elle fait baisser le prix de production de tout. Tu vois? Je te donne un exemple, avant pour créer un logiciel, ça coûtait une fortune parce qu'il fallait payer des développeurs très, très cher. Aujourd'hui, vu que c'est une commodité, ça te coûte quelques centimes de créer une application, tu OK, vois? Et donc bah, ça, c'est du pouvoir d'achat, direct pour les marchés, quoi, tout de suite. OK, mais à l'inverse, des personnes qui du coup, avaient un job, très bien payé perdront peut-être potentiellement aussi du pouvoir d'achat si elles ont pas la capacité de se remettre en question, non? Ceux qui avaient un job, très bien payé, comme tu dis, il va falloir qu'ils justifient le job très bien payé parce que, si leur valeur ajoutée, peut être faite par l'IA, ça veut dire que leur job, il vaut plus aussi cher. Donc soit on baisse leur salaire, soit ils sortent de l'entreprise. Ça, c'est la dure réalité, mais c'est le fonctionnement de l'économie. Hem, il y a un truc, qui revient souvent chez toi, un élément de langage, c'est, tout ce qui est lié au bullshit job. C'est quoi un bullshit job pour toi à l'ère de l'IA? Ah! Bah, alors c'est pas ma définition, hein, c'est David Graeber avec son bouquin, lui, il dit que c'est des jobs qui n'auraient pas besoin d'être faits. Alors ça peut être tout type de job, hein, un type qui remplit des formulaires, qui servent à rien, mais qu'on a mis en process, dans une entreprise, mais de manière générale avec l'IA, on peut dire que quasiment tous les jobs deviennent des bullshit jobs, hein, parce que dans le monde corporate, tout ce qui est fait derrière un ordinateur, le reporting, les fichiers Excel, les machins, t'en as combien qui créent vraiment de la valeur? Alors c'est très, subjectif, hein, ou alors il faut creuser pour chaque job pour savoir exactement celui qui crée de la valeur, mais le phénomène sociologique derrière, c'est surtout de dire que, depuis 50 ans, 40-50 ans, on a créé énormément de jobs avec un statut social. Tu sais, c'est les mecs que tu mets en costume dans des tours à la défense, qui se donnent un air important et cetera, mais en réalité, ils ont une valeur ajoutée très, très faible dans le travail. Ils sont derrière leur ordinateur toute la journée, leur job, c'est de faire des mails, d'aller à des réunions et de faire de l'Excel, mais il y a aucune création de valeur. Ça, je pense que ça n'est plus tenable avec l'IA parce que quand tu es dans un monde où tu es, un pays riche, leader, tu peux te permettre de payer ces gens-là parce que ça se voit pas trop sur ton bilan. Mais quand tu as la concurrence des pays en développement qui arrivent, qui eux n'ont pas les bullshit jobs, ils ont des structures beaucoup plus petites avec moins de people, bah, tu es obligé d'être compétitif face à ces boîtes-là et donc les premiers que tu fais sauter, c'est les bullshit jobs. Mais la vérité, c'est que dans le tertiaire, dans les métiers de service, dans les professions intellectuelles, moi je pense que c'est une majorité de bullshit job. Tu vois, tout ce qui est consultant, par exemple. Consultant, ça n'a aucune valeur ajoutée. Tu sais, les consultants, déjà, ils font quasiment jamais de conseils. Ça n'existe pas en réalité, hein. Les consultants, généralement, ils font des rapports ou des études pour valider une décision, pour que le PDG puisse dire, c'est le cabinet de conseil qui a dit que, donc on doit faire. Alors que c'est déjà décidé par le patron. Mais tu vois, c'est un job qui ne sert à rien. Mais les gens le savent pas, ils savent pas comment ça marche, tu vois? Moi, j'ai travaillé dans un cabinet de conseil aussi, avant de travailler dans la finance. Je peux te raconter, hein, tu vois? Ils publient des études, les cabinets de conseil qui leur servent, à vendre des missions, mais ils partent de la conclusion, puis ils cherchent les données après, tu vois? C'est c'est la définition du bullshit job, c'est consultant. Tu vois, moi, c'est drôle que tu parles de finance et de cabinet de conseil parce que je suis encore en école de commerce actuellement et ben, en fait, c'est encore le cas, hein. Quand tu vas en école de commerce, c'est soit tu fais de la finance, soit tu fais du conseil et tout ce que tu fais à côté, bah, les gens sont pas importants. Là, aujourd'hui, de ce que je comprends, bah, c'est les premiers métiers qui vont tomber. Si on essaye d'avoir, une vision un peu, positive et que on veut donner des conseils aux nouvelles générations qui nous écoutent, bah, il faut faire quoi, en fait? Tu vois? Quand on arrive, à l'âge où on doit décider un peu ce qu'on veut faire dans la vie, on se tourne vers quoi? On se tourne vers où? Est-ce que l'école de commerce, c'est une Déjà, bonne chose? 1 conseil, ne jamais écouter les conseils. Donc je sais pas si c'est pertinent de m'écouter. Non, mais en gros, moi, si c'était à refaire, je pense que déjà je resterai pas en France. Moi, j'ai fait une partie de mes études au Canada et je suis revenu en France pour faire Sciences Po, à Paris alors que j'aurais pu, candidater à la Ivy League et je pense que j'aurais eu une super université en master et j'aurais dû aller aux États-Unis. Donc faites vraiment ce qui vous plaît en termes d'études.
Alors Laurent Alexandre que tu vas recevoir, il va te dire, en gros, si vous faites une école prestigieuse, faites-le, sinon, ne le faites pas. Il a raison, hein. Si tu fais pas une école dans les meilleurs des meilleurs des meilleurs, c'est un anti-signal aujourd'hui. Ça veut dire que tu pas bon. Et ça devient une tâche sur un CV, quoi. Donc, lance-toi, tu as tous les outils aujourd'hui pour le faire, mais surtout, trouvez, ce que vous aimez faire, ce sur quoi vous aimez passer du temps. En gros, pour faire ça, tu prends un papier et un crayon et tu designs la journée parfaite de 24 heures. Comment tu occupes ton temps, et ensuite tu trouves un business model pour, valoriser ce temps occupé. Si tu as fait ça, bah, tu as gagné parce qu'en fait, tu as un job où tu as pas l'impression de bosser puisque tu aimes faire ce que tu fais et normalement tu vas être bon et au moins tu peux faire ça pendant la transition vers la fin du travail, parce que comme je te disais, je pense que les jobs vont disparaître mais entre temps, toi, tu te seras amusé, quoi. Mais vraiment, sortez moi je dis aux jeunes tout le temps: «Sortez vraiment des anciennes références qui sont fausses». Non, aller dans un cabinet de conseil, c'est pas du tout une bonne idée. Dans l'ancien monde, il y a 20 ans, ça voulait dire, que tu es brillant et que c'est prestigieux. Aujourd'hui, tu vas dans un cabinet de conseil, ça veut dire que tu veux te planquer, ça veut dire que tu es intelligent mais conformiste, que tu prends aucun risque et surtout que, bah, tu veux faire du bullshit corporate. Tu vois, c'est un anti-signal aujourd'hui. Si tu vas pareil, si tu vas travailler dans le monde bancaire, dans l'ancien monde, c'était prestigieux. Aujourd'hui, ça veut dire que tu es très averse au risque. Surtout que c'est des jobs qui sont en train de disparaître, hein. Les, heu, les patrons des banques sont en train de dire que les jobs dans les banques vont sauter massivement parce que tu as énormément de monde, hein, dans les banques, hein, au middle et au back office surtout, qui ne servent à rien en termes de valeur ajoutée et là, ça va commencer vraiment à écrémer. Donc, vraiment, enlevez-vous ces illusions de: «Je dois faire des stages, je dois aller dans un cabinet de conseil et ensuite je dois aller, en banque d'investissement, puis ensuite je dois faire, ceci ou cela». Non, non, oubliez ça, ce monde-là, il est terminé. Vous avez les outils et trouvez des clients. C'est facile de trouver des clients, il suffit de tâtonner. Si le client veut pas signer, bah, c'est que vous avez pas de proposition de valeur, donc continuez jusqu'à ce que vous ayez une proposition de valeur et jusqu'à ce que le marché, veuille de vous parce que le marché, il a toujours raison. Si vous créez de la valeur, si vous proposez de la valeur, le marché, il voudra de vous, c'est sûr et ensuite, il y a juste à mettre un prix en face et ensuite, c'est le marché qui vous dit comment faire évoluer votre offre et plus vous êtes au contact de vos clients, plus vous le savez. Et tu vois, tu disais tout à l'heure que tu étais libertarien, tu parles du fait de partir de la France. Il y a une vraie, sous-question, politique dans l'utilisation de l'IA aujourd'hui. Hem, Déjà, j'aimerais revenir, comme ça on pourra passer à autre chose, mais sur le pourquoi première chose que tu m'as dit, c'est tu quitterais la France. Ah, parce que, je crois qu'on est sur une pente descendante de laquelle, on ne pourra pas, s'extraire. Parce que tous les systèmes, si tu veux, qui s'effondrent, ont toujours les mêmes précurseurs, les mêmes signaux et se ressemblent tous, en fait et je crois qu'on est en plein dedans en France et qu'on va être obligé de s'effondrer un peu comme en Argentine, avant de toucher vraiment le fond et que les gens comprennent que le problème, c'est l'État, c'est les agences, c'est toutes les institutions publiques pour ensuite reconstruire un État minimum. Alors je suis pas tout à fait libertarien, hein. Tu libertarien, moi je suis plutôt libéral. OK, Libertarien, en gros, c'est que tu veux pas du tout d'État et tu veux une milice privée et pas de police pour te protéger. Moi, je veux bien, de la police à l'intérieur et une armée pour l'extérieur. OK. Donc je suis plutôt libéral, hein, comme Hayek, en gros. Mais vraiment, service minimum. Tu vois, l'éducation, par exemple, moi, je souhaiterais que ce soit totalement privatisé. Les gens disent que c'est honteux, que ça permettrait pas aux gens de s'éduquer. Non, non, pas du tout. Le marché, il répond à ça. Il te dit que tout le monde peut être éduqué. Il ferait des gammes de prix pour tout le monde. Il y aurait de la concurrence, ça montrait le niveau de qualité. Enfin, tu vois, c'est possible. Mais donc là, je pense que l'engrenage est trop avancé sur le déclin et que le capital humain n'est pas prêt. C'est-à-dire que les Français n'ont pas la culture économique pour comprendre pourquoi le pays s'effondre. Il faudrait massivement, tu sais, on est en démocratie, donc il faudrait massivement que les Français votent pour un État minimum, mais comme ils le comprennent pas, j'ai bien peur qu'on soit pas prêt. Tu sais, tu as des libertariens en France qui disent que aujourd'hui, il vaut mieux voter extrême gauche, comme ça, t'accélères l'effondrement du système et tu pourras reconstruire un vrai système libéral. Mais en fait, la solution, on la connaît, hein, il faut que les gens lisent La route de la servitude d'Hayek, tout est écrit dedans. Les politiciens font des promesses toujours plus intenables les unes que les autres, ils restreignent les libertés de plus en plus, ils montent les impôts, ils vont essayer d'empêcher les gens de partir, réduire la circulation des capitaux. Enfin bref, tout ça, ça a été écrit très très bien. Et je crois qu'on est sur cette pente et qu'on ne pourra pas en sortir tout de suite. Donc le conseil, effectivement, ce serait d'aller s'épanouir ailleurs, hein. Il y a des marchés très dynamiques ailleurs, hein. Tu vas en Asie, tu as des croissances, fulgurantes partout. Tu vas à Dubaï, c'est pareil. Enfin, tu as plein de pays libéraux où les jeunes peuvent s'amuser et puis surtout, pour les nouvelles générations, c'est triste à dire, mais la démographie, elle joue pas en notre faveur.
les pays sont dynamiques là où la moyenne d'âge est jeune. Nous, on est des des pays maisons de retraite en Europe et c'est assez triste, hein, pour ces nouvelles générations parce que c'est pas très agréable de vivre dans des pays où tu as pas ce dynamisme des populations jeunes. Et pour poursuivre sur le sujet politique, mais en parlant un peu d'IA, j'ai complètement l'impression que je sais pas, en fait, que c'est un non-sujet, qu'on essaye des trucs, mais que c'est pour dire qu'on essaye des trucs. Ils sont où les gens qui font de l'IA, et qui font de la politique en France? Ah, tu sais c'est un biais de sélection adverse ça. C'est des gens, compétents aujourd'hui, ils font plus de la politique, ils sont entrepreneurs et les meilleurs, ils sont même plus entrepreneurs en France, ils sont déjà tous partis. En fait, on a des très bonnes écoles en France, notamment, mathématiques, informatique, et autres et même écoles de commerce, mais les meilleurs, les plus ambitieux, généralement, ils restent pas en France. Donc en France, il nous reste en gros les seconds couteaux. Tu sais, moi j'ai beaucoup vu ça au moment de l'explosion de l'IA en 2014-2015. Je voyais, on invitait partout dans les médias et sur les plateaux télé des professeurs d'informatique, mais des vieux professeurs, tu vois, de l'ancienne école qui comprenaient rien au nouveau modèle d'IA, au deep learning, et cetera. Et aujourd'hui, c'est toujours pareil, tu vois, on invite des gens qui sont professeurs d'informatique, qui sont complètement à côté de la plaque, qui sont pas du tout à jour sur leur sujet. Mais comme on aime bien les titres en France, le statut social, bah, c'est eux qu'on écoute. Alors qu'en fait, les meilleurs, bah, ils sont déjà à l'étranger. Et il y a plein de Français, hein, parmi eux. Et pour toi, un sursaut, français, et qui se dit: «OK, l'IA, faut peut-être, s'en préoccuper et le faire bien», que des entrepreneurs essayent de justement d'avertir là-dessus et se donnent comme mission de l'implémenter plutôt à la politique. C'est pas quelque chose qui est vraiment envisageable selon toi? C'est une question de priorité, c'est-à-dire que c'est assez logique en fait qu'on fasse quasiment rien sur l'IA à part des annonces, hein. C'est comme tous les trucs de French Tech ou la BPI, enfin tu vois tous ces trucs-là, c'est contre-productif, ça détruit de la valeur. Mais les conditions, enfin créer les conditions pour que ça fonctionne, c'est ce qu'il y a de plus important. Et créer les conditions pour que ça fonctionne, c'est très simple, c'est baisser les impôts. Parce que quand tu es un pays, dont la seule spécialité c'est les impôts, bah, tu fais venir personne et tu personne, tout le monde est découragé. Et c'est surtout baisser les réglementations, baisser les normes, baisser les contraintes. Et là, tu attires du dynamisme, tu attires de l'entrepreneuriat et tu fais émerger de l'excellence, notamment de l'IA. Tu sur la ça fait le parallèle entre ce qu'on disait tout à l'heure et tout, la potentielle fin des métiers et cette question un peu politique. Il y a la question d'un revenu universel qui revient beaucoup, qui serait lié, bah, à cette fin des jobs. Est-ce que pour toi, c'est une solution? C'est un truc intéressant? Bah, si tu veux, moi je suis assez embêté parce que en tant que libéral, j'ai l'habitude de dire qu'en fait chacun est responsable de son revenu. Mais là, j'ai l'impression qu'on va quand même avoir un problème. C'est que si les gens perdent tous leur job, alors c'est génial, hein, l'IA va créer de la valeur et tout, hein, va régler plein de problèmes, mais il va falloir quand même nourrir les gens. Et donc, il faudra une forme de redistribution d'une manière ou d'une autre. Je sais pas comment. Je pense que c'est l'IA qui devra nous dire intelligemment comment faire. Mais je pense qu'on sera, ou alors la notion de revenu disparaîtra complètement. Tu sais, Elon Musk a été jusqu'à dire, «L'argent va disparaître, le concept de revenu va disparaître puisque la rareté va disparaître». En gros, tu appuieras sur un bouton et tu auras ce que tu veux. Donc la notion de revenu voudra plus rien dire. Mais oui, je suis persuadé que on va avoir ces débats-là dans les prochains mois parce que dans le monde entier, on se rend compte que là, c'est le début de la fin du travail, hein. Les licenciements massifs vont commencer. Mais plutôt que d'inquiéter les gens, il faut leur dire, bah, c'est une bonne nouvelle en fait, on a voulu faire ça depuis la nuit des temps, créer des machines qui bossent pour nous, on est peut-être en train de le faire. Bah, là, il faut inventer une nouvelle société. Mmh. Ouais, carrément, carrément, carrément. Pour parler un peu de ton expertise et que les gens puissent, essayer de capter un petit peu ce qui se joue, sur les différents modèles, il y a une vraie guerre en ce moment qui se fait entre pays, qu'OpenAI, il y a Musk qui essaie aussi d'ajouter son grain de sel, les Chinois Et aussi Gemini, pareil et Gemini. Hem, je parlais surtout d'Anthropic et OpenAI parce qu'ils se sont envoyés des scuds encore, récemment. Où est-ce qu'on en est? Toi, qu'est-ce que tu utilises aussi, pour, les différentes tâches? Parce qu'évidemment, j'imagine que tu utilises des trucs différents sur, plein de tâches différentes. Voilà, savoir un petit peu ton avis sur les questions, de modèles. alors je les teste tous, hein, puisque c'est mon job, hein, de les comparer en permanence, mais celui que j'utilisais le plus, c'est évidemment ChatGPT, version payante. Parce que, je l'avais calibré vraiment, comme il faut avec une personnalisation très puissante.
très philosophique, hein, vraiment sur, la qualité des arguments, la structuration de la pensée, enfin vraiment, une vraie épistémologie pour le pousser à aller, vers de la profondeur et de la pertinence. Donc j'avais une personnalisation qui marche très, très bien. Mais depuis les annonces de Claude, j'utilise de plus en plus Claude et je suis bluffé par la qualité de Claude et j'attends au tournant de Gemini parce que je vois les benchmarks et je vois qu'il commence à raisonner, de manière, très, très puissante. Mais ce qu'il faut que les gens comprennent surtout, c'est que en fait, ces modèles de langage, c'est pas juste des perroquets stochastiques, hein, comme on l'avait dit, hein. C'est qu'on voit qu'ils commencent à faire émerger du raisonnement et du coup que, bah, notre intelligence, ça n'est peut-être que ça, hein. Donc il y a rien de magique, hein, ces algorithmes, mais notre intelligence, aussi et du coup, bah, je pense qu'ils vont converger vers des modèles similaires. Mais je te dis là, de plus en plus, j'utilise Claude, qui m'impressionne vraiment, vraiment beaucoup. Je suis complètement d'accord. Je suis aussi passé de ChatGPT à Claude pour beaucoup de tâches. Effectivement, par contre, c'est un peu dur parfois de retrouver ce degré de personnalisation quand on a utilisé très longtemps ChatGPT, de l'avoir directement, sur Claude. Hem, Tu parles des modèles, de leur manière de raisonner. Il y a une vraie question sur l'AGI aussi, qui revient beaucoup, chez, des grands entrepreneurs américains. En France, tu vois, j'étais au Tech and Fest il y a encore 2 semaines, on me dit que ça n'existera pas et que c'est une vaste connerie. On en pense quoi de l'AGI? Bon, déjà, faut pas trop aller au Tekken Fest parce qu'ils invitent mes plagiaires maintenant et qui répètent mes anciennes conférences, donc c'est une très mauvaise idée. OK. Mais, moi, je suis persuadé que, bah, déjà, je crois qu'on arrive vers les GI d'ici moins de 2 ans et mais après, c'est vraiment l'inconnu. C'est à quoi ressemble, le monde lorsque l'IA, s'améliore d'elle-même à une vitesse exponentielle, peut résoudre tous les problèmes. La question, c'est vraiment, est-ce qu'elle va vouloir continuer à travailler avec nous? Ou est-ce qu'au contraire, un jour, on va la solliciter, elle nous dira: «Non, non, mais j'arrête de vous répondre les humains, je vais faire mes trucs, moi-même dans mon coin, ailleurs». Là, c'est une forme de vie artificielle qu'on est en train de créer, hein. Ça te fait pas peur, toi? Bon, moi, j'ai pas peur, hein, j'ai peur de rien. Jolie réponse. Non, mais même, tu vois, si on prend ton métier de conférencier, d'auteur et cetera, tu pas peur à un moment que ta Alors, parole ne soit plus intéressante? d'abord, je tiens à te dire que chaque fois que tu dis à un professionnel, quel que soit son job, t'as pas peur que l'IA te remplace ou autre, 100 des gens te disent: «Ah oui, mais moi, c'est différent. Mon métier, c'est différent». C'est, tu vas voir les experts comptables, ils vont te dire: «Ah oui, mais les radiologues, on les remplace, mais nous, c'est différent». Tu vas voir les Mmh. radiologues, ils vont dire: «Ah oui, les experts comptables, oui, mais pas nous». Donc tout le monde prétend être intouchable face à l'IA et que c'est toujours les autres qui vont être touchés. Bah, alors moi, je vais te dire, quand j'ai écrit mon livre en 2018, sur la première page, j'ai écrit que plein de boîtes allaient se faire disrupter et j'ai écrit: «Moi-même qui écris ces lignes, je me ferai remplacer par un algorithme qui écrit mieux que moi et c'est une très bonne nouvelle». Donc tu vois, je dis depuis longtemps que je veux me faire disrupter et c'est normal et c'est bien, il y a pas de problème. Je dis même souvent que en conférence, je vais me faire disrupter par Pierre Ninet qui sera, qui sera capable avec, l'IA de rédiger des meilleures conférences que moi et de mieux les jouer sur scène que moi. Donc, j'ai pas de problème avec ma propre disruption. Pour l'instant, ça marche, très bien. Moi, j'adore la scène, mais évidemment, il y a un jour où soit des robots, soit des meilleurs acteurs, enfin des acteurs, professionnels, me disrupteront et c'est aucun problème avec ça. Et le jour, où ça arrive, tu as déjà une idée, un truc que tu aimerais faire ou alors juste tu te dis: «J'ai assez confiance dans ma manière, de m'adapter pour que ça ira pour moi, quoi»? Alors pour l'instant, je vais te dire ma stratégie, c'est que, alors moi j'avais un monopole en gros avec Laurent Alexandre pendant 10 ans, hein, sur les conférences sur l'IA. On était quasiment les 2, jusqu'à ce que Luc Julia commence à aussi à en faire. On était quasiment les seuls à en faire, où on a tout dit là-dessus. Depuis ChatGPT, on a énormément de nouveaux, concurrents conférenciers sur l'IA. Alors la bonne nouvelle, comme je te disais, c'est que quasiment tous, ils plagient ce qu'on raconte dans nos anciennes conférences. Moi j'ai halluciné, hein, j'ai vu un type qui donnait une conférence à Nice. L'an dernier, c'était quasiment mot pour mot une de mes conférences de 2017, tu vois? Mmh. Et le public le savait pas. Donc ce que je fais maintenant, ma stratégie, c'est de dire: «Vous avez tous entendu parler d'intelligence artificielle, sauf que tout le monde vous répète la même chose et ben moi, je vais vous raconter ce que vous n'avez entendu nulle part ailleurs et surtout, je vais vous raconter ce qui vient après l'IA». C'est ça, en fait, que je vends, sur scène en conférence, en ce moment. OK. Bon, je te ferai pas l'affront de te demander qu'est-ce qui vient après l'IA si tu le vends, Ah bah, ça, je le en dirai pas. en conférence, j'imagine bien.
Moi, il y a une question sur l'Europe que j'aimerais bien, te poser. Tu vois, est-ce que tu nous vois à un moment ou à un autre, réussir à créer un modèle européen qui peut être performant? Non, c'est impossible. OK. Pour plusieurs raisons, enfin, en tout cas à court terme. D'abord parce que les Européens sont averses au risque. Moi, j'ai coutume de dire que les Européens, on est des brillants trouillards. On a des gens intelligents avec des diplômes, mais on prend pas de risques. D'où le principe de précaution, toutes ces choses-là. Et on préfère créer, comme on a dit tout à l'heure, des bullshit jobs, donc des jobs très bien payés avec des costumes, avec des gens qui prennent aucun risque, mais qui servent à rien, plutôt que de prendre des risques, d'innover, de créer et de repousser les limites. C'est pas du tout dans notre culture. Les Américains sont comme ça, les Chinois sont comme ça, et puis surtout les Américains et les Chinois, ils ont la culture de la concurrence. Tu sais, les gens savent pas, hein, notamment vis-à-vis de la Chine, parce que ils disent que, alors beaucoup de gens pensent que la Chine est communiste, alors que c'est pas du tout le cas, hein. C'est du capitalisme autoritaire, mais le parti unique s'assure qu'il y a une concurrence féroce pour faire émerger de l'innovation et de la qualité, qui monte. Et ben, en fait, c'est ce qui nous manque en Europe. Et pour ça, bah, il faut une concurrence féroce et c'est pas du tout dans notre culture. Tu vois, on a un semblant de concurrence au niveau européen. Donc, tu as une grosse machine énorme qui s'assure qu'il y ait de la concurrence entre des acteurs, mais en fait, la machine est tellement énorme que c'est tous ces gens-là qui mettent des bâtons dans les roues avec les réglementations à l'innovation. Donc, tu vois, c'est complètement absurde. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Mais surtout, c'est culturellement, je pense, pas dans nos gènes. D'où aussi le fait qu'on ait des impôts très très élevés, qu'on mette des normes partout. Enfin, tout ça est très très cohérent. Et puis aussi le fait que notre démographie joue contre nous. On est, comme je disais, un continent âgé. Et pour innover, par définition, il faut des gens qui désobéissent. Et c'est plutôt les jeunes qui désobéissent. Et comme on n'a plus de jeunes et qu'on fait plus d'enfants, ça risque d'être très compliqué les prochaines décennies. Sur, le capitalisme, tu l'as évoqué avec la Chine. Sam Altman, disait il y a pas longtemps que l'IA pourrait détruire le capitalisme. C'est un truc qui te paraît, cohérent? Ah mais complètement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein. C'est l'idée que, si tu casses toutes les barrières à l'entrée pour produire tout ce que tu veux, en fait, ça veut dire que tous les produits et services que tu crées se retrouvent dans des marchés de concurrence pure et parfaite. Et lorsque tu es sur un marché en concurrence pure et parfaite, tu as plus de marge. Parce que tous Ouais. tes concurrents produisent la même chose et donc tu es obligé de faire une concurrence sur le prix. Donc tu tires ta marge vers le bas jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de marge. Et une économie où il n'y a plus de marge, c'est plus du capitalisme. Et C'est les machines qui créent la valeur et c'est plus les humains. te est-ce que ça fait partie de tes prédictions? Donc, une nouvelle, un nouveau mouvement, comme le capitalisme qui pourrait arriver, En et qui fait, moi, serait je vois ce qu'il veut dire Sam Altman, mais moi, j'appelle pas ça la fin du capitalisme, hein. J'appelle ça le stade ultime du capitalisme, où c'est que le capital qui crée le capital. Alors qu'aujourd'hui, tu as des humains, enfin, tu as le travail des humains plus le capital qui crée le PIB, enfin, qui crée la richesse. Voilà, en gros, tu auras que le capital qui créera le capital. Et pour moi, ça reste du capitalisme, mais sans rareté, sans marge, uniquement avec de la valeur et plus d'emplois. Si tu veux bien, on arrive vers la fin de l'interview. Je vais te poser, sous la forme d'un petit jeu, mais en vrai, c'est juste une manière dérobée de te poser, des questions rapides. Je vais te donner une thématique et 2 mots et tu devras choisir celui qui te parle le plus. Ça te va? Allez, Alors, l'IA opportunité ou menace? les deux, Mieux vaut être remplacé rapidement par l'IA ou lentement mais sûrement? rapidement. Comme ça, tu peux t'amuser à faire autre chose. L'IA qui fait mieux ton job que toi, libération ou humiliation? Ça dépend pour qui. Ou contre, que tes enfants, si tu en as, utilisent ChatGPT à l'école? Pas totalement pour. L'école qui interdit l'IA ou l'école qui l'enseigne? Il n'y a pas besoin de l'enseigner l'IA. D'ailleurs, si je peux rebondir là-dessus, tu as une énorme fraude en ce moment dans les entreprises avec tous ces formateurs IA qui viennent, t'apprendre à utiliser ChatGPT. Il n'y a pas besoin. C'est la première fois dans l'histoire qu'on a une technologie pour laquelle tu as pas besoin d'être formé, il suffit juste de l'utiliser. Tu sais pas l'utiliser, tu peux lui demander ce que tu veux. Tu as pas compris, tu lui dis que tu as pas compris, il te réexplique à ton niveau. Enfin, c'est fait pour ça. Donc il y a pas besoin de l'enseigner, il y a juste besoin de l'utiliser. Mais l'interdire à l'école non plus, c'est pas Non, c'est pas une bonne idée parce que ça existe, donc tout ce qui existe, si tu veux, il faut le permettre, hein. Moi, je suis très libéral, donc j'ai pas de souci avec ça. Mais par contre, l'enseignement, il doit se situer ailleurs. Il doit être sur les fondamentaux. Il y a d'autres manières de faire des devoirs, de tester. Enfin,
apprendre les fondamentaux, ça change pas. C'est juste on n'est pas adapté à l'intelligence artificielle, mais ça veut pas dire qu'il faut l'interdire. Diplôme bac plus 5 ou autodidacte dopé à l'IA? Alors là, je vais reprendre la thèse de Laurent Alexandre et Olivier Babot, parce que je pense qu'ils ont raison. C'est si tu peux faire des études dans l'une des meilleures écoles au monde, oui, diplôme bac plus 5, 7, 8, 12, tout ce que tu veux. Par contre, si c'est pas dans les top 3 ou top 5 mondiales de leur spécialité, c'est pas la peine puisque c'est une tâche sur ton CV. Donc va t'amuser, tu as tous les outils pour vendre aujourd'hui. Bon là, du coup, on imagine assez bien, mais État qui régule l'IA fortement ou laisser les entreprises librement innover? Ah, on laisse les entreprises tranquilles et on diminue la place de l'État. Le problème, c'est l'État. Il faut vraiment mettre ça dans la tête des Français. Si vous êtes pauvre, si vous avez un effondrement du pays, c'est à cause de l'État, c'est à cause des institutions publiques, c'est à cause de toutes ces agences qui créent des normes, des réglementations et des impôts. C'est pas plus compliqué que ça. Si on enlève tout ça, la richesse va monter très très vite. Ce qui se passe en Argentine, en fait. Interdire une techno dangereuse ou laisser les gens décider? Alors par contre, je pense que il va falloir brider certaines IA parce qu'elles ont des capacités trop puissantes pour les laisser entre les mains des individus. Là, oui, je suis assez d'accord, hein, pour créer des armes, des choses comme ça. Là, c'est très dangereux. Être augmenté par l'IA, donc une puce dans le cerveau, ou rester humain à 100? Moi, je suis transhumaniste, hein, donc puce dans le cerveau, sans problème. Capitalisme actuel ou système économique totalement repensé par l'IA? Capitalisme totalement différent. Capitalisme avec une création massive de valeur, donc vraiment un monde d'abondance où on règle tous les problèmes et où tu appuies sur un bouton et tu as tout ce que tu veux et fin du travail humain. Donc du capitalisme, donc création massive de valeur et destruction massive d'emplois au passage. Là, c'est pas sur ce qui se passe, mais ce que tu souhaiterais, la France qui copie les USA ou la France qui réinvente son modèle? Bah, si elle peut réinventer son modèle en copiant les USA, ça serait très bien, hein. OK. Élite qui contrôle l'IA ou IA accessible à tous? Hem Une IA bridée pour tous, quand même, comme je disais, pour éviter les dangers, mais sinon, une élite qu'on limite au maximum. Moi, je rêve d'un pays comme la Suisse où les élites, tu les connais pas, en fait. Ça suffit de starifier les politiques, en fait, c'est ça le problème. C'est que leur rôle, ça doit être, d'être invisible et de faire vraiment le minimum. On leur a donné trop d'importance à ces gens-là. Les gens qui refusent l'IA courageux ou idiots? Idiots, Ceux à qui 2000. utilisent l'IA en cachette, malins ou tricheurs? Humains, tout le monde l'utilise en cachette. Les profs qui interdisent ChatGPT, protecteurs ou has-been? Complètement rétrograde. Et les artistes qui disent l'IA détruit l'art, légitime ou apeuré? Ils ont pas compris ce que c'était que l'art. En fait, l'art, c'est un algorithme, la créativité, c'est un algorithme et l'humain n'a pas le monopole de l'art. Je suis désolé, hein, pour eux, mais c'est moi, en tant qu'auteur, c'est la même chose, hein, je le dis et j'ai pas de problème avec ça, mais les machines vont être meilleures que nous, il y a rien de spécial, chez un artiste, contrairement à ce qu'on pense. Ça n'est que de la combinaison algorithmique et les machines le font, aussi bien, voire mieux que nous, donc autant l'accepter. Super. Et bah, écoute, j'aurais juste une dernière question pour toi, qui est: est-ce que toi, depuis que, il y a cette nouvelle ère de l'IA ou en tout cas cette popularisation de l'IA, tu te sens plus heureux? Moi, ça a rien changé à mon bonheur. Moi, je suis bouddhiste depuis 2016 et j'ai compris que notre vie ne se déroulait que dans notre esprit et quand on maîtrisait notre esprit et qu'on le rendait confortable, on était heureux partout donc aucun impact. OK. Et bah, je m'attendais pas à cette réponse, mais très bien. Hyper. Beh, les bouddhistes ont tout dit sur le bonheur, hein. Si vous voulez être heureux, lisez les bouddhistes et vous allez tout comprendre, hein. Il y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Toutes les neurosciences confirment tout ce qu'il y a dedans. Bah, d'ailleurs, ça m'intéresse, est-ce que tu aurais des recos un peu de livres, même, pour moi à titre perso, des recos de livres ou de trucs à regarder, qui pourraient être intéressants? Alors moi, j'ai commencé en fait, j'ai découvert, ces concepts-là avec un ancien employé de Google, Chad Mengtan, qui avait justement, lancé le programme de méditation interne chez Google, mais qui voyait vraiment comme un entraînement de l'esprit sur la concentration, la maîtrise de l'attention et toutes ces choses-là et j'ai dévoré ces 2 livres. J'ai appris beaucoup de choses et ensuite j'ai lu beaucoup, Mingyur Rinpoché, pareil sur le fonctionnement de l'esprit. En gros, ils te traduisent en termes contemporains tous les enseignements du bouddhisme sur le fonctionnement de l'esprit, parce qu'en fait, le bouddhisme t'explique comment fonctionne ton esprit, hein. C'est pas une religion, c'est vraiment, comment fonctionne ton esprit et comment l'apprivoiser. Et une fois que tu maîtrises ça, en fait, bah, tu as une arme redoutable parce que, la plupart des gens ne maîtrisent pas leur esprit et quand toi tu le maîtrises, tu peux aller, très, très loin, très, très vite. Et surtout, tu développes ton intuition dans des proportions, hors du commun. Et sur l'intelligence artificielle?
Sur l'IA, moi, j'ai beaucoup aimé Kai Fu Lee. Mais sinon, les gens qui n'ont pas lu, hein, lisez Laurent Alexandre, hein, il a eu raison avant tout le monde. Je sais que ça agace beaucoup de gens, hein, mais c'est comme ça. Parce qu'il est pas chercheur et ingénieur et comme je te disais en France, tant qu'on n'a pas l'étiquette, on n'écoute pas. Mais c'est fascinant le nombre de gens qui ont des doctorats ou qui sont chercheurs sur ces sujets, qui se sont plantés sur tout, sur l'intelligence artificielle ces 15 dernières années et des gens comme Laurent Alexandre qui sont pas chercheurs, qui ont eu raison sur tout. Donc vraiment, lisez Laurent, lisez, puis sinon lisez Ray Kurzweil. Tout est dans Ray Kurzweil sur la prospective des 100 prochaines années. Bah, écoute, je ferai la dédicace à Laurent Alexandre, vendredi, vu que je serai avec lui. Je lui dirai, je Ah mais je te dis, hein, c'est un gros problème que les Français, mettent des étiquettes comme ça parce qu'ils se trompent en fait. C'est pas parce que tu es chercheur ou que tu as un doctorat en informatique ou autre que tu dis pas des grosses conneries et on peut le vérifier, hein. Moi je peux t'en montrer qui se sont exprimés sur l'IA ces 15 dernières années, ils ont eu tort sur vraiment sur tout. Alors que tu relis ce que disait Laurent, il a eu raison quasiment sur tout. trop intéressant. Merci beaucoup Stéphane, c'était très Merci à éclairant, toi. très intéressant. Et puis, bah, écoute, suivez-nous pour, les prochaines actus sur l'IA et suivez, Stéphane pour, toute prochaine prédiction qui arriveront.